toute ma vie, j'ai toujours essayé et c'est tout fait pour rêver à fond, ou jusqu'au bout du ciel, quoi. C'est vraiment une question de rêve d'abord, tu vois, d'aller chercher au fond du mystère. Et effectivement, tout ce qui est création, processus de création, j'y pense même pas en termes abstraits, mais surtout en termes de rêve, c'est-à-dire une réalité entre le réel, tangible, et puis l'intangible. Comment est-ce que tu es venu à l'écriture? Est-ce que c'est l'écriture qui est venue à toi ou est-ce que tu es allé à elle? Je pense que ça a démarré comme tout le monde avec l'enfance. C'est jamais reparti, quoi. C'était une manière naturelle de m'exprimer. Dans mon cas, j'ai même publié un recueil de poésie quand j'avais 10 ans, qui a été ramassé par un professionnel et qui a dit: oh, mais c'est formidable, c'est plus que des poésies d'enfants. Tous les adultes autour de moi disaient: mais oh là là, il va avoir la grosse tête, faut pas, faut le calmer, calmer. Mais en fait, ça s'est jamais arrêté, quoi. J'ai jamais arrêté d'écrire et Qu'est-ce qu'on voulait dire quand on appréciait tes poésies quand tu avais une dizaine d'années? bah, je viens pas d'un milieu où la culture coule à flot tendu, quoi, hein. C'est pas. Ma mère est somalie et mon père est français d'un milieu modeste où effectivement on n'apprenait pas le piano classique. Du côté de ma mère, par contre, effectivement, il y avait une tradition de poésie orale, naturelle. Je vivais en France à l'époque, quand tout ça a commencé, enfin, a coulé. Et effectivement, les gens associaient l'écriture, la poésie, enfin toutes ces activités, la littérature a fortiori, comme des activités de classe supérieure. Donc effectivement, grosse tête, prétentieux, arrogance. Alors que non, j'étais juste un enfant en train de collectionner des mots et de rêver sur cette littérature sauvage. Qu'est-ce qui te faisait collectionner les mots? C'était l'expression de toi-même ou l'expression d'autre chose? Ah bah là-dessus, c'est quelque chose c'est le cœur du mystère pour moi de mon activité, c'est qu'effectivement, ça part des mots. Et je me souviens très bien que, par exemple, dans ces petites revues américaines cheap qu'on avait enfant, à l'époque, on collait des images sur les textes, j'avais trouvé ce mot extraordinaire qui était le mot oasin. Hoazin. Et c'était un oiseau d'Amérique centrale qui s'avérait être préhistorique, une espèce de fossile vivant, qui a la particularité d'avoir toutes sortes de bizarreries. Il a un estomac qui broie comme celui des vaches, il a des cils, et il a des griffes, et il vole à peine. Il marche au sommet de la canopée de la jungle amazonienne, au Venezuela, par là-bas. Et j'avais qualifié ma mère, elle avait des cils de Oasin. Et pour moi, c'était le maximum du compliment, tu vois. Et tout le monde autour de moi s'est mis à galoper en se demandant qu'est-ce que c'était un Oasin. Et on ne trouvait pas du tout le mot dans les dictionnaires classiques, le littré, tous ces trucs. Enfin, c'était mystérieux. Et aujourd'hui encore, je pense que l'attrait de ce gamin pour ce mot magique, qui était comme une pépite d'or, reste intact. Parce que adulte, vieux comme je le suis aujourd'hui, j'aurais le même émerveillement face aux mots, d'où découle toute une littérature, une écriture, un sens, quoi. Est-ce que tu écris tous les jours? Tout à fait régulièrement, tous les jours, par le biais de l'activité diariste, tu vois, le journal de bord. Tu vois, ça, vraiment, c'est très, très important. J'essaye de cerner les choses vues quotidiennement, par écrit. Parce que je trouve que ça aide à déplier une pensée, tu vois, à te permettre d'être réflexif à la condition de te relire, tu vois. Ça donne quoi concrètement, par exemple hier? Bah, j'ai passé la journée j'ai des carnets, enfin, j'ai des carnets de 3 sortes de carnets, puis surtout un grand cahier qui utilise aussi bien le médium visuel, tu vois? Je découpe hier, c'était le New York Times, par exemple, j'ai découpé, 2-3 photos, ça peut être une expression de visage, tu vois? Je prends une photo, je découpe l'expression du visage, je le colle sur le cahier et je tente à côté de, heu transcrire par écrit, en mots, ce qu'elle m'évoque, cette image. Et ça, c'est un exercice régulier, qui est effectivement pour moi l'activité minimum d'écriture. C'est vraiment, même si j'ai pas publié depuis longtemps, même si quoi que ce soit, je me sens dans tous les cas en état d'écriture grâce à ça. Qu'est-ce que tu ressens justement quand tu es en état d'écriture? Oui, c'est quelque chose en fait de précis et qui est effectivement de pénétrer dans le mystère de la vie, de l'existence sur cette terre, de nos devenirs, quoi.
réellement, l'écriture, pour moi, est un vecteur pour, pas maîtriser, parce qu'on ne le maîtrise jamais, mais pour en tout cas avoir une relation avec ce mystère, tu vois, avec cette transcendance, quelque chose qui nous dépasse. Tous les arts sont faits pour ça, quoi. Et dans mon cas, moi, c'est mon vecteur de relation avec cet au-delà de l'existence, quoi. Donc, si je comprends bien, la relation à l'écriture, elle est comme une évidence, Mm. et cette écriture, c'est un outil pour parler de quelque chose qui est mystérieux, qui est le mystère de la Voilà. vie. Le mystère fondamental, fondateur. Pour moi, les arts, les cultures, même les gestes, servent à cerner ce mystère, pas plus, quoi, essayer de le comprendre. Le mystère ultime étant effectivement la disparition, la mort, l'au-delà. Et c'est vrai que simplement passer à côté d'une branche d'arbre et de le voir qu'elle tourne à gauche et pas à droite, en se faisant la réflexion et passer son chemin, ça ne te permet pas de cerner le mystère de la même manière que d'écrire, de décrire, comme le faisaient toutes sortes de gens, et entre autres des scientifiques et des voyageurs, tu vois, euh, ce mystère, et d'avoir un tant soit peu de contrôle dessus, quoi. C'est une illusion, mais c'est tout de même une tentative de contrôle de ce mystère. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de cette illusion pour continuer à écrire? Cette illusion de contrôler le mystère qui, de toute façon, est plus grand que nous? Ben, ça préserve l'émerveillement, ça préserve l'envie, ça préserve le désir. Tu vois, c'est quelque chose qui, dans mon cas, moi, me donne le fuel, et le fuel suprême étant la liberté. L'écriture est effectivement un outil de liberté. Tu vis plus fort, quoi, réellement. Je sais que chaque fois que j'ai conscience du mystère, je vis plus frais, plus fort, plus vrai, je voulais dire, dans le lieu où je suis, que ce soit un métro, un endroit très désagréable, une salle d'attente d'urgence, j'en sais rien. C'est une manière d'être plus là où tu es. Et c'est pas rien. Parce que ça donne une valeur, ça valorise. Et ton temps et ton espace. Inspiration, est-ce que c'est un terme qui te parle? Ouais, ouais, moi je suis de la vieille école, effectivement, c'est un terme qui me parle beaucoup, parce qu'il n'y a pas de doute, il y a respiration, il y a souffle dedans. Et toute écriture, pour moi, doit respirer et doit avoir ce souffle, quoi. Tu vois, ça doit durer, ça doit être porteur d'un élan et donc porteur d'un souffle. Oui, oui, non, inspiration, très important pour moi. Et du point de vue du lecteur, est-ce que ton écriture demande un savoir particulier ou est-ce que simplement le fait de connaître la langue permet d'accéder à ton écriture? Alors malheureusement, je dirais, dans mon cas, c'est un cas très particulier, c'est que j'étais journaliste dans les quotidiens, donc je sais écrire rapidement avec des mots simples au quotidien, et malheureusement, quand j'écris des romans au long cours comme ça, je passe à une autre langue bien plus savante, bien plus compliquée que, tu vois, la langue comme j'écris en français, qui est une langue où il faut des dictionnaires, et ça m'énerve même, tu vois, parce que comme je te disais, ma grand-mère était illettrée dans un quartier de Djibouti, et j'aurais aimé qu'elle puisse lire mes bouquins, mes romans, et c'est évident que non. C'est toujours des vocabulaires, et c'est comme j'ai un grand problème avec ça, quoi, de complexité de la langue quand je passe entre guillemets la littérature. Quand tu parles de cette façon-là, on a l'impression que tu ne choisis pas les mots que tu utilises. D'où l'inspiration. C'est vrai que quand tu pars dans un souffle et que tu vas passer un an ou un an et demi sur un texte avec une histoire qui t'a inspiré ou qui t'a porté, qui t'a poussé au départ et qui doit continuer à te pousser un an et demi après, c'est évident que tu réponds à des appels non stratégiques qui sont de l'ordre de l'inspiration et d'autres forces inconscientes. Hein. Ça me paraît une évidence. Que quand tu écris un article de trois feuillets, tu réponds pas du tout aux mêmes lois. Parle-moi de ce souffle qui peut te porter pendant des mois pour écrire un roman. Comment est-ce que tu te sens pris ou porté par ce souffle? C'est vraiment une des beautés de ce type de création, c'est qu'effectivement, ça arrive de manière très prosaïque. Tu prends ta douche, et puis tout d'un coup, il y a une idée qui s'impose à toi. Voilà, tu vas raconter l'histoire dont la grande qualité est qu'il aimait les cochons l'aimaient. Pas qu'il aimait les cochons, tout le monde aime le cochon ou les cochons, mais les cochons l'aiment. À partir de là, tu te dis, ben,
de quoi tu vas parler et tu t'aperçois qu'il y a une région du monde où collectionner les cochons, être un ami des cochons est très important. C'est en général la Papouasie, les pays, les îles d'Océanie. La maîtrise de l'élevage du porc est très importante. Alors donc tu parles là-dessus et ça commence comme ça. Puis tu tires le fil d'une pelote et ça marche. Tu sais que c'est une vraie bonne idée quand ça dure, quand effectivement, un an après, tu es toujours en train de trouver de nouveaux éléments, d'emboîter les pièces d'un puzzle, parce qu'effectivement, ton histoire est d'abord un puzzle. Quoi, tu vois. Tu vas chercher de manière involontaire, au fond, des volontés de ton inconscient. Quoi. C'est ça qui est assez fascinant. Ça veut dire que pendant cette période d'écriture, tes expériences de tous les jours Voilà. vont résonner de cette première idée que tu as lue sous la douche, par exemple. Complètement. C'est vraiment le quotidien, l'environnement t'enrichit de toutes sortes d'intuitions, de rencontres, de coïncidences, de pas en arrière où tu dis ah ben oui c'est bien de ça dont il s'agissait, j'étais en train de réfléchir et il n'y a pas de doute, il y a une espèce d'univers mental qui s'accroît au fur et à mesure et c'est en ça que tu sais que c'est une bonne idée, quoi, que c'est une bonne idée pour toi. Concrètement, si tu prends le métro, quelqu'un qui est à côté de toi va devenir un personnage. Complètement, absolument, absolument. Et il va s'imposer à toi. Tu vois, c'est pas tous les personnages tous les individus de ce métro qui vont devenir des personnages de ton récit, mais il y en a un ou une, évidemment, qui va s'imposer, dire, on sent, ben oui, bien sûr, il boite, ou elle a qu'un œil, et ça va s'imposer, c'est-à-dire que tu n'arriveras plus à extirper cet individu de ton récit, quoi, et de ton univers onirique, mental du moment, quoi. Et ça, c'est absolument magnifique, parce que c'est comme si tu menais une double vie à côté de celle que tu vis réellement. Donc l'écriture est à la fois un travail, j'imagine, de solitaire et en même temps un travail où tu as besoin de côtoyer des gens qui vont faire résonner la suite de l'écriture. Complètement. Tu dois te relier à ce groupe humain, tu dois t'amouracher d'étrangers croisés, étrangères croisées. Et c'est un exercice de vraie fraternisation, en fait. Et puis c'est un exercice, j'imagine, très difficile de maintenir la barre entre solitude et partage. Je pense que c'est un des problèmes de l'écriture, que l'écriture isole énormément. Donc, quand tu as la malchance d'être déjà handicapé de ce côté-là, c'est-à-dire de ne pas avoir un milieu social ou familial adéquat, tu peux vraiment te retrouver dans des grandes peines d'isolement. Absolument. Je parle de l'écriture littéraire, mais l'écriture scénaristique, évidemment, de l'écriture, c'est un travail d'équipe. On est six autour d'une table et chacun échange des idées et ça part comme ça. Et c'est encore un autre type d'écriture. L'écriture littéraire classique d'avant, effectivement, c'était un travail de solitude et de grande solitude souvent. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un texte soit finalisé, qu'un texte que tu aies écrit soit bon et que tu puisses mettre le point final et dire voilà, je peux le faire lire. Il y a deux questions, hein. C'est la question de qu'il soit finalisé et la question qu'il soit bon. Alors la question qu'il soit bon, tout de suite je mets ça de côté. Tu es vraiment le pire des juges pour la qualité suprême de ton texte. Qu'il soit fini, et ça c'est une autre question que tu peux maîtriser mieux en tant qu'auteur du texte, c'est que ben, tu as répondu à toutes les questions conscientes et inconscientes que tu te posais. Et là, tout d'un coup, tu te dis, dans ce temps-là, dans ce moment, et ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et c'est en ça que c'est clos. Et ensuite, il faut que le texte réponde à d'autres questions. Absolument. Absolument. Et c'est pas de moi, c'est Oe, le Nobel japonais, là, qui disait qu'effectivement, chaque œuvre est comme un enfant. Et il y a des enfants handicapés que tu aimes autant que les autres enfants, mais qui, par la force des choses, ont un problème d'handicap, comme lui a eu un enfant handicapé mental, qui sont avec d'autres destins que les autres, quoi. Et ça, tu le maîtrises pas toi-même. C'est ce qui advient, c'est ce qui t'arrive. Enfin, ton pouvoir sur le texte s'arrête là. Et ça peut être une œuvre mineure et tu auras passé 10 ans dessus, malgré tout dessus, quoi. C'est pas toi qui maîtrises cet aspect des choses. Mais quand tu as le sentiment que ton texte répond à tes questions, il y a une forme de satisfaction qui fait que tu mets un point final. J'appellerais ça même de la gratitude. Tu vois, tu sais pas qui tu remercies, mais il y a quelqu'un à remercier. C'est évidemment un soulagement, mais il n'y a pas de doute, quoi. C'est une énorme satisfaction.
On a toujours cette volonté que le texte est fini, ça va devenir un tube, un grand succès interplanétaire ou quoi que ça. Non. Il y a des textes sur lesquels tu as sué sang et eau, qui t'a donné ton âme et ton temps, etc. Et qui, malgré tout, ne sont pas des œuvres reçues par les autres, comme tu aurais souhaité qu'elles le soient, quoi, tu vois. C'est une injustice pour toi? De facto, c'est une injustice par rapport à ton propre destin et par rapport à ton ego, c'est clair. Mais dans l'absolu, non. Et c'est ainsi. Est-ce que tu te souviens d'une phrase ou d'une partie de texte que tu as écrite et que tu as envie de dire? Un de mes romans de toute éternité, Noé, c'était le personnage principal, avait fait son miel d'un rien de quotidien. Et c'est le démarrage d'un voyage en bateau à voile. Tu établis tout de suite que un rien lui donne un grand bonheur. Et en fait, ce jour-là, on lui offre l'Atlantique, la traversée de l'Atlantique sur un voilier de 14 mètres. Donc ça pousse complètement le déferlement d'émotions que le voyage a suscité. Et c'était un livre qui s'appelait Cahiers de la mort colibri, un roman, qui m'a valu du bonheur, celui-là, tu vois, parce que je te dis, il y a des livres qui ont plus ou moins des destins contrariés. Qu'est-ce que tu recherches dans une conversation avec un autre écrivain comme toi? Oh, très honnêtement, je vais parler d'argent, je vais parler de comment ça se passe avec ses éditeurs, comment ça s'est passé. Et plus le discours est vrai et véritable, plus ça m'aide. Je crois qu'on est tous un peu pareils, quoi. Parce qu'évidemment, c'est dans le registre du secret, tout ça. Mais jamais de la vie, je m'amuse à raconter ce que je suis en train d'écrire. Et en général, j'aime pas trop que mon interlocuteur ou mon interlocutrice passe son temps à me raconter ce qu'il est en train d'écrire. Je vais quitter cette pièce, je vais te laisser le micro et s'il te plaît, ajoute ce que tu veux à l'entretien. En fait, ce que je voudrais exprimer, c'est qu'effectivement, une œuvre parvenue à son terme, un livre en l'occurrence, est d'abord le démarrage d'un moment de félicité, dans mon cas à moi. Et chaque livre est un exercice de résolution. Et encore une fois, marcher avec les mystères de ce monde et de cette vie. Tout ça avec le mot enthousiasme. Enthousiasme, le petit Dieu qui est au fond de nous, quoi. Encore les mots. Merci. C'est bon, Philippe.